Bonjour à toutes et à tous, bonne année. Bah oui, bonne année, il faut le dire, ça y est, je viens de rentrer là de vacances tout juste et le premier truc que je fais, limite, c'est allumer ma caméra pour vous parler de quoi? Pour vous parler de Alice in Borderlands. Ce qui est assez paradoxal au final parce que j'avais pas du tout prévu de vous parler de cette saison 2. Alors je vous avais déjà pas parlé de la saison 1 parce que je l'avais vu bien après tout le monde, je l'avais vu après Squid Game et c'est aussi ça qui a fait que j'ai un petit peu, je pense, déprécié la série. En fait, j'ai une petite théorie parce que vous savez, tout le monde s'amuse à comparer Squid Game, Alice in Borderlands, lequel est le meilleur, etc. Moi, ma petite théorie, c'est de dire qu'en fait, selon la série que tu regardes en premier, c'est celle que tu vas kiffer. Alors, ça marche pas pour tout le monde, vous me direz en commentaire. J'avais déjà posé la question sur Twitter et il y a eu des retours qui étaient assez différents, mais globalement, c'était un petit peu ça. C'était que, en fait, vu que c'est deux séries qui sont un petit peu du même genre, hein, parce que bon, faut arrêter de dire oui, c'est pas comparable, si. C'est des jeux de la mort, c'est des losers qui sont mis. Enfin, des losers, oui, on peut dire que c'est des losers, mais c'est des. Ouais, des déchets du point de vue du gouvernement, c'est des déchets de la société en tout cas qui rentrent pas dans voilà dans les cases, etc. Qui sont mis comme ça dans des jeux de la mort et en fait on te montre qu'ils sont bien plus intéressants et que finalement ce monde originel, le monde donc de la société en fait c'est pas fait pour eux finalement. C'est deux choses qu'on te montre. Alors t'as une série qui est plus axée donc comme Alice in Borderland sur on va dire la famille en fait et le surpassement de soi aussi je pense. Et t'as Squid Game qui là c'est plus une lutte des classes en fait. Il y a aussi le surpassement de soi, on est d'accord, mais voilà, c'est totalement comparable. Mais je pense, voilà, une petite théorie, c'est de dire que selon la série que tu regardes en premier, c'est celle que tu vas préférer. Moi, c'est vrai que j'ai regardé Squid Game en premier, et en fait, je préfère même encore, je pense, Squid Game, même s'il faudrait que je revoie. Mais c'est vrai que Squid Game, ça m'avait vraiment pris au truc. Donc, j'ai pas parlé d'Alice in Borderland saison 1. Et là, la 2, j'avais pas du tout prévu de vous en parler parce que bah, c'était les fêtes et tout. Et au final, bah, j'ai grave accroché. Grosse surprise, parce qu'en fait, la série, on te la vend depuis le départ comme un espèce de. Enfin, comme un survival, en fait. Voilà, des jeux d'enfants type cache-cache, que des trucs comme ça, loup glacé, tout ce que tu veux. Mais avec la mort en son centre, donc ça change totalement tous les enjeux, etc. Avec aussi ce système-là de visage, je crois, dans Alice in Borderlands. Alors oui, il y aura quelques petites imprécisions dans cette critique, parce que c'est vrai que ça fait quand même, je crois, 10 jours que j'ai vu la série. Entre-temps, il y a eu les fêtes. Vous imaginez bien que ma tête a été remplie de plus de choses qu'Alice in Borderlands. Donc, donc je vous en parle vraiment avec ce que je sais. Et concernant les noms des personnages aussi, je préviens, je risque de les déglinguer. J'ai vraiment un problème avec la prononciation japonaise des personnages. Donc j'ai mis ma petite fiche casting ici, mais m'en voulez pas si je déglingue l'articulation ou la prononciation des mots. Je les salue si jamais ils passent sur cette vidéo. Donc, Survival pendant je sais pas, c'est un petit peu ça là, Alice in Borderlands, pendant 5-6 épisodes, on est vraiment sur l'aspect survival, avec des jeux qui sont, bah oui, toujours plus intéressants que d'autres. Je pense notamment là au nudiste. Comment il s'appelle déjà lui? C'est le roi de pique, je crois, le valet de pique, je sais plus. Le nudiste, on va l'appeler le nudiste, qui est genre le personnage le plus intéressant au final de cette saison 2, il est incroyable. Il est tellement philosophique, il est tellement charismatique. T'avais pas envie qu'il meure en fait. Voilà, t'avais pas envie qu'il meure. Donc bon, il n'est plus là, c'est le jeu, comme on dit dans le milieu, surtout dans cette série, mais ça arrive quand même à t'apporter certaines nouveautés. Alors, il y a toujours des choses qui, au préalable, m'ont dérangé, et puis au final, avec le recul, je me suis dit, pas tellement, et je vais en parler parce que je vais beaucoup critiquer la série là-dessus. Déjà, le premier point, c'est l'exagération. On est sur un manga qui est adapté en live action. C'est une production japonaise entre guillemets, donc forcément tout est exagéré. C'est un truc de malade, que ce soit les combats où t'as des gars qui ont des super forces. Voilà, je pense à la saison 1, on a, je crois, c'était Agony qui met une grosse patate de forain à un tigre. Limite le tigre, il est KO. Enfin, moi j'avais vu ça déjà en saison 1, j'étais là en mode waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, ok, pas de souci, il y a des super héros ici. Il y a qu'à voir aussi les expressions faciales des acteurs quand ils courent, quand ils se combattent, mais c'est un truc de délire, quoi. Ils se défectent dessus en même temps, quoi. C'est vraiment ouf. Et puis au final, plus la série avance, plus en fait c'est pardonné. Je pense notamment, alors oui, je spoil vraiment comme un connard, je tiens à le préciser, mais je pense notamment au fait que Agony se prend une balle dans la tête, hein, je crois quand même. Pas de souci. Pas de souci, le mec se lève. Ou alors, c'était. Alors, elle, j'ai totalement oublié le nom de son personnage, mais c'était la fille avec l'arc, là vous savez, à qui il manque une jambe. Elle se prend limite, c'est pas limite, elle se prend un chargeur de M16 entier dans la gueule, enfin dans la gueule, dans le corps, et tu la vois, elle est toujours en vie derrière, elle rampe, etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments, quand tu regardes l'épisode sans connaître la fin à ce moment-là, tu te dis waouh.
wow, c'est quand même un peu facile tout ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Et au final, mais c'est vrai que la révélation de fin qui te dit que tout ça, ça se passe en fait dans leur tête pendant 1 minute à cause d'une météorite qui s'est écrasée, qui a laissé pour mort les gens dans un espèce de... Je sais plus comment ils appellent ça vraiment dans les termes, mais c'est un espèce de coma où en fait pendant 1 minute ils sont entre la vie et la mort. J'ai plus le terme exact, pourtant c'est un terme qui n'est pas propre à la série, c'est vraiment un truc scientifique, quoi, c'est con. Mais pendant 1 minute, du coup, ils sont entre la vie et la mort, et du coup, ces 2 saisons se passent apparemment durant cette minute, bien qu'il y ait des petites théories, on en reparlera évidemment hein, en fin de cette vidéo. Mais ouais, c'était vachement intéressant parce que c'était un twist auquel je m'attendais pas, et je pense qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Parce qu'en fait, au final, à la fin de cette série, ce que tu vois, c'est donc, t'as la fameuse Big Boss finale, je sais plus comment elle s'appelle, elle non plus, mais celle qui boit le thé là, qui te raconte des trucs, qui te perd en fait. C'est-à-dire que tu passes d'un truc en mode survival à un truc vachement psychologique, presque en mode Inception, puisqu'à la fin, c'est ça. À la fin, on te dit limite que, alors déjà que c'est pas la vraie réalité, on te dit au début que les personnages viennent du futur, qui sont dans des espèces de casques à réalité virtuelle, etc. Et en fait, t'y crois parce que c'est mis en scène et que c'est le premier mensonge qu'elle te raconte. Donc au final, tu te dis, waouh, c'est incroyable. Et en même temps, tu te dis, il y a un petit truc par rapport à la série 1899 aussi, peut-être, qui a d'ailleurs été annulée, donc c'est pas grave. Mais voilà, tu dis tout ça en fait finalement. Et puis au final, elle en rajoute, elle en rajoute. Elle te dit que c'est des humanoïdes, elle te dit que c'est des extraterrestres, elle te dit que c'est des hommes qui vivent sous terre, donc un espèce de gouvernement profond presque, qui s'amuse avec ça. Et tu sais pas qui croire. Moi, petite anecdote, à ce moment-là, j'étais à la salle de sport en train de faire mon cardio. Et là, je voyais que ça partait totalement en cacahuète. Et je me suis dit, ok, faut que je sois à fond là dans cette série, c'est pas possible. Je mets sur pause et je regarde ça chez moi tranquillement parce que ça te mindfuckait totalement la tête. Et au final, ben, la révélation de fin est presque décevante, on va dire, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus réel par rapport à un truc genre ils viennent du futur ou quoi. Ça aurait été incroyable, quoi. Tu vois, par exemple, ils viennent du futur. Ils ont des casques à réalité augmentée et tout, enfin ça aurait été cool pour le coup. Et c'est vrai que le fait de te dire ouais c'est une espèce de mort clinique, voilà je crois que c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, mort clinique pendant 1 minute, tu te dis bon c'est cool, tu t'y attends pas forcément, mais est-ce que c'est peut-être pas un petit peu moins hypant que des extraterrestres quoi tu vois. Je sais pas, moi j'aime bien la science-fiction, ça me chauffe le délire extraterrestre. Mais toujours autant masterclass à ce niveau-là. Enfin, je dis pas ça en mode c'est nul au final. Non, c'est juste que euh, ils te perdent tellement que t'en reviens au final à comparer les théories, enfin tout ce que la meuf t'a dit auparavant, qu'est-ce qui aurait été mieux. Et au final, bah, tu te retrouves avec cette fameuse mort clinique. Alors bon, la série est toujours aussi gore, ça fait toujours aussi plaisir, on est vraiment dans l'esprit Jap du truc. Il y a des personnages qui meurent auxquels on est attaché, je pense notamment à... alors comment il s'appelle déjà? Niriro, je ne sais plus comment il s'appelle. Mura, Camille, en fait j'ai le casting sous les yeux, mais le problème c'est qu'ils prennent des diminutifs, soit des noms, soit des prénoms dans la série, donc c'est assez compliqué, mais en gros c'est le mec avec les cheveux blancs. Ok, ne me défoncez pas pour l'oubli de ces personnages, vraiment, c'est un problème que j'ai avec les séries japonaises. Mais bref, lui, que j'ai trouvé intéressant, qui a évolué, qui était beaucoup plus prétentieux, arrogant, et ce que j'ai aimé particulièrement dans cette saison 2, c'est que les deux sont séparés en fait. T'as le personnage donc aux cheveux blancs, qui est d'un côté, qui fait ses propres jeux, qui sont d'ailleurs, pour la plupart, même tous, psychologiques, en tout cas ceux qui sont développés dans la série. Et d'un autre côté, t'as les jeux qui sont plus physiques, avec Arisu, avec sa meuf, voilà. Donc du coup, t'as une espèce d'équilibre qui est trouvé. Et vraiment, tu y trouves ton compte, quoi. Je veux dire, moi, le jeu où il fallait deviner avec le collier là derrière si t'étais cœur, carreau, etc., il était vachement intéressant, mine de rien, parce qu'il était à fond sur la psychologie humaine, le fait qu'on ne peut faire confiance à personne, etc. Et qu'en fait, bah, t'as besoin de rien faire, les humains se chargent eux-mêmes de se niquer entre eux. Voilà, donc moi j'ai adoré ce jeu par exemple. Bon, le délire avec l'avocat, avec cette fameuse multiplication qui sort un peu de nulle part au départ, bon tu dis c'est un peu facile peut-être, mais tu te laisses porter par le truc et c'est tout ce que cette série en fait te demande, c'est de te débrancher le cerveau et de te laisser porter par le truc et ça fonctionne plutôt bien. Mais j'ai bien aimé donc le fait qu'il y ait ce fameux montage en parallèle, que forcément ils se rejoignent après au début.
Et il y a un certain développement envers son personnage, parce que c'est vrai que dans la saison 1, il est très prétentieux. Là, il se retrouve à être un peu plus calme, à poser beaucoup plus de questions finalement qu'à faire le mec. Là où dans la saison 1, il faisait beaucoup plus le mec, il était déjà très observateur, mais un petit peu moins peut-être qu'en saison 2. Là, on se rend compte vraiment que dans les jeux, il est vachement à l'écart, en mode observateur et tout. Donc j'ai adoré. Alors, c'est vrai que le fait qu'il meure, on dira, tu t'y attendais un petit peu, même si je crois qu'au final, il fait partie des personnages qui finissent par se réveiller. Il me semble, ouais, qu'il finit par se réveiller à côté d'ailleurs du mec qu'ils ont fait revenir de la saison 1. Et lui, j'ai pas du tout aimé. Le mec avec tous ses bandages, là, qui crache du sang, qui veut violer la personnage principale. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait revenir vraiment. Pour moi, c'était une grosse perte de rythme. Et en fait, ça apportait pas vraiment grand chose à l'intrigue. Tu te rends peut-être juste compte que Harisu, il y a que lui que je crois que je prononce bien. Harisu, il est vraiment protecteur envers sa meuf, on dira, parce qu'il pète un plomb au moment où il le voit sur elle, etc. Mais à part ça, j'ai pas du tout aimé son personnage, quoi. Donc voilà, après les boss finaux, etc., tu sentais. Alors, c'est le roi de pique, celui qu'on te présente dès le départ et qui revient à la fin. Tu sentais que ça allait être le boss final, et c'était assez téléphoné aussi le fait que, bon, vu qu'on peut pas le battre, on va les battre, les autres boss, parce que il y a une guerre de territoire et que les boss différents ne vont pas aller empiéter ceux des autres, etc. Donc ça, c'était plutôt bien joué, mais bon, c'était assez prévisible pour le coup. Il y a aussi beaucoup plus, je pense, alors j'ai pas vérifié, je pense qu'il y a beaucoup plus de budget pour cette saison 2. C'est super bien filmé, et je pense que ça fait partie des séries sous-cotées, en fait. Parce qu'on dit toujours, c'est le genre de série, vous savez, Alice in Borderlands, on va dire, ouais, c'est ultra populaire, à la Casa de Papel, etc. Au final, c'est pas intéressant en termes de vrai cinéma. Mais là, je suis vraiment pas d'accord pour cette saison 2, parce que il y a des plans séquences, il y a des caméras tremblantes à certains bons moments. Bon, il y a des chorégraphies de combat qui sont par moments un peu trop rushées, on dira un peu trop cutées, mais t'en as d'autres qui sont ultra intéressantes, avec vraiment des bons plans de caméra, tu sens l'intensité dans les mouvements et tout, donc il y a rien à dire, en fait. Et puis, en termes de direction artistique, bah, t'es toujours finalement dans un Tokyo post-apocalyptique, avec plein de verdure sur les immeubles. Et ça, je sais pas si on se rend compte, mais c'est incroyable quand on parle de Tokyo. Déjà, mettre Tokyo désertique, c'était quelque chose. Là, on te met un Tokyo qui est une ville ultra capitaliste, en fait, ultra technologique aussi. On te la met avec de la faune, de la flore à la The Last of Us sur les immeubles. Donc c'est plutôt impactant, quoi. J'imagine même pas pour les habitants de Tokyo, j'imagine même pas ce que ça fait en fait de voir cette ville où ils habitent dans cet état, quoi. Ça doit vraiment faire quelque chose. Et puis on a toujours aussi voilà, des excuses pour te mettre des petites lumières. Je pense notamment, alors il y a un jeu, je vais appeler ça loup glacé, même si c'est pas vraiment ça, où ils te mettent de la lumière avec des colliers, tout ça, pour faire genre, c'est beau, tout ça. Pareil, t'as un espèce de jeu qui passe très vite, de ballots prisonniers, avec des espèces de sphères hyper colorées. Donc voilà, ils s'arrêtent pas, ils pourraient faire beaucoup moins, c'est ça que je veux dire. Et ils font les choses bien. Il faut les choses bien pour tes yeux, pour la caméra, pour les choses qui font plaisir. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire sur cette série. Et là, je suis en total roue libre, hein, c'est totalement déconstruit. Mais il faut que je vous parle vraiment de ce que c'est cette série pour moi. C'est-à-dire que de base, moi, c'est une série, ouais, que je considère ultra populaire et tout. Et là, vraiment, la fin, tu te dis, ok, ok, il y a de l'idée, il y a des choses. Et du coup, la question, c'est, est-ce qu'ils sont toujours dans un jeu? Ou est-ce qu'au final, ça y est, c'est la réalité? Pour moi, c'est c'est toujours un jeu. Je veux dire, pour moi, la carte joker qu'on voit tout à la fin, c'est en gros pour te dire, il reste une saison et c'est la dernière carte. Alors, à voir comment ça va se passer, je sais pas du tout. Par contre, de ce que j'ai compris, l'histoire des mangas telle qu'elle est terminée maintenant, puisque le manga se terminera à peu près comme ça, même si la carte joker n'est pas, enfin, été adaptée, puisque de base, j'ai vu vite fait, j'ai rien compris, hein, mais la carte Joker, ça n'a rien à voir avec ce qui a été expliqué dans la série. Enfin, ce qui a été expliqué, il n'y a rien qui a été expliqué, mais elle n'arrive pas au même moment, en fait. Et de ce que j'ai compris, il y a 2 tomes après qui sont arrivés un peu plus en mode tome secondaire, spin-off, qui pourraient faire suite en fait à cette série. Donc à voir du coup ce qu'ils vont en faire. Moi je pense que ça va continuer parce que c'est la série à ce jour japonaise la plus regardée du catalogue Netflix. C'est évidemment ultra populaire, ça fait rentrer des thunes, il y a une grosse demande de la part du public. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait en fait, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont adapté cette fameuse carte Joker pour te dire en gros, bah ouais, l'hôpital dans lequel tu te réveilles en fait,
c'est pas du tout la réalité. La chose qui va être différente, en fait, par rapport au précédent jeu, du coup, c'est que là, ils se rappellent pas du tout, enfin, ils se rappellent qui ils sont, mais ils ont juste une vague idée, en fait, des personnes avec qui ils sont, hein, finalement. Ils voient très bien que, ouais, on s'est pas déjà vu quelque part, et cetera, mais ils ont aucun souvenir, véritable, en fait, d'eux. Et c'est la différence par rapport aux précédents jeux, c'est que les précédents jeux, ils étaient tout le temps en équipe et là, ils recommencent limite de zéro, quoi. C'est-à-dire que il peut y avoir une répétition dans le sens où Harisu, voilà, il va retrouver, on va dire qu'il va retrouver ses potes ou j'en sais rien, enfin, ou alors il va être tout seul et il va falloir qu'il refasse tout le travail de développement pour être avec sa meuf, pour refaire des liens, les mêmes liens probablement d'ailleurs qu'il a fait dans la, dans la saison 1. Mais ça risque d'être intéressant justement, il y a peut-être une certaine philosophie à dégager tout ça en mode est-ce que tu reviens toujours vers les mêmes personnes? Est-ce qu'il y a un lien genre psychique qui existe au-delà du fait que tu développes une relation avec des gens? Il y a des choses à dire là-dedans. Et je pense ouais qu'il s'agit du dernier jeu. Je pense qu'il s'agit du dernier jeu. Enfin, je dis dernier, mais s'il faut, ils vont nous rebalancer une carte. Alors, je saurais pas laquelle. Une carte énergie. Ils vont sortir le deck Pokémon d'un coup là, à la fin de la saison 3. Ils vont dire, bah, finalement, il reste des cartes énergie maintenant. Par exemple. Donc, ouais, franchement, cette série, c'était un effet waouh pendant 8 épisodes, je crois. La fin, franchement, on s'en rappellera, je pense. Petit twist qui sortait un petit peu de nulle part presque, mais c'est ce que la série te vend depuis le départ, hein. C'est-à-dire que depuis la saison 1, tu te dis, ok, mais qu'est-ce qui s'est putain de passé, quoi? C'est quoi qui a provoqué tout ça? Pourquoi est-ce que une ville comme Tokyo est vide déjà? Comment est-ce qu'ils font pour envoyer leur fucking laser du ciel? Enfin, voilà, c'est pour ça que la théorie en fait des extraterrestres aussi fonctionnait super bien. Et je pense que c'était une théorie auquel on s'attendait pas forcément ici, l'hôpital. Donc écoutez, j'ai probablement oublié plein de choses à vous dire, mais grosso modo, sur l'aspect philosophique, sur le fond, finalement, c'est là où ça surprend. Et ben, je trouve que cette série est plutôt très intéressante sur sa saison 2. La saison 1 était très survival, en fait, et là, tu sens que ils ont réussi à se renouveler dans cette saison 2. Et ça, c'est super cool parce que c'est un petit peu, peut-être, le problème qu'aura Squid Game pour la prochaine saison, c'est que vu que c'est un système qui fonctionne sur le jeu, en fait, c'est-à-dire que chaque épisode, ou presque, parce que généralement les jeux durent un épisode et demi, mais chaque épisode, tu vas commencer un nouveau jeu, bah, tu as vraiment une lassitude qui peut s'installer si t'as pas autre chose derrière, que ce soit au travers du développement des personnages. Là, on a toujours l'aspect flashback d'ailleurs qui développe un petit peu plus chaque personnage, ou que ce soit justement sur le truc qu'ils ont apporté ici dans cette saison 2, c'est-à-dire un twist qui va mais totalement te mindfuck, une boss finale qui va te plonger limite dans plusieurs réalités, t'es vraiment à la place du personnage à ce moment-là, tu ne comprends rien, et puis la scène de tension qu'il y a au moment où donc où sa meuf se coupe les veines en fait carrément pour te faire pour faire comprendre à Harisu que c'est pas la réalité. T'as Harisu, t'as envie de le prendre, de le secouer comme ça. Je veux dire, il y a une véritable tension qui existe, qui est là et qui fonctionne quoi. Donc voilà, écoutez, je pense pas qu'on puisse dire qu'Alice in Borderland saison 2 est une mauvaise saison. Elle a en tout cas le mérite de sortir des sentiers battus, de se renouveler, et ça fait plutôt plaisir. Plus qu'un survival, au final, j'ai hâte de voir la saison 3. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez été déçu? Quelles sont vos théories? Peut-être que vous en avez d'autres que je n'ai pas exposées dans cette vidéo. Et puis en attendant, les dos, prenez soin de vous, on se retrouve très très vite, comme d'habitude. Des bisous les dos.